L'intelligence artificielle ouvre des univers nouveaux, repousse les frontières du possible et comme le disent les chercheurs de Checkpoint, les hackers n'ont pas mis longtemps à tester ChatGPT, nous en parlions tout à l'heure. Parallèlement, une société, Cosmien, a développé un chiffrement ubiquitaire open source qui permet d'effectuer des calculs des données dans le cloud sans pour autant être obligé de les déchiffrer au préalable. Kaspersky nous dit, lui, que les chefs d'entreprise n'entendent rien à l'aspect technique de la cybersécurité, pour une histoire de barrière sémantique, tout en comprenant pourtant les risques qui sont induits. Ça serait un frein à la décision, que ce soit en termes de budgétisation ou de formation. On parlait des statistiques des PME. AXBX nous dit que 70% des TPE et 45% des PME n'utilisent pas de pare-feu, 84% des TPE et 96% des PME utilisent un antivirus, mais pour un quart d'entre elles, il est inefficient. Soit il est gratuit, soit illimité, soit bridé ou périmé. Alors que la FNIC nous dit qu'elles utilisent parallèlement de plus en plus le web et les outils numériques. En gros, tout cela donne l'impression que nos entreprises et organisations y vont la fleur au fusil. Vérité, exagération, fake news, arguments commerciaux ou manipulations, dans tout ce que je viens de vous dire, est-il facile d'appréhender le risque cyber dans l'utilisation des outils numériques? Pour en débattre, j'invite à me rejoindre sur cette table ronde Monsieur Ahmed Azouaou, qui est administrateur du pôle Solutions Communicantes Sécurisées, Monsieur Jean-Noël de Galzin, président d'Exaprust en distanciel, Monsieur Yves Kerboriou, qui est le directeur de l'AIST 83, la médecine du travail du Var, Monsieur Jean Laroumet, président de la French Tech Toulon, Monsieur Jérôme Notin en distanciel, qui est le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, on en a parlé sur la première table ronde, et Monsieur Frédéric Villanova, qui est vice-président cybersécurité du CIP Provence-Méditerranée. Pour lancer ce débat, j'aimerais planter le décor avec un témoignage, celui d'une cyberattaque qui a frappé la médecine du travail du Var en 2020. Monsieur Kerboriou, est-on toujours prêt à affronter ce type de situation? Oui, bien entendu, c'est pour ça qu'on est là. Non, on n'est pas prêt, non. En tout cas, moi, j'étais pas prêt. Je suis arrivé à l'AIST, qui est la médecine du travail du Var, en mai 2021. Le président, je me souviens, j'étais accueilli par le président qui m'a présenté les équipes. Donc, on a fait un petit tour de l'association. Et puis, on a débriefé au déjeuner après. Il me dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, je pense que le risque numéro un ici, c'est nos systèmes d'information. Il m'a dit, ah bon, t'es sûr? Pourquoi tu dis ça? Je dis, ben, je t'expliquerai après, mais voilà, je lui dis, je pense que notre risque numéro un aujourd'hui, c'est la sécurisation de nos systèmes d'information. Exactement un mois après, à 20h le soir, je reçois un coup de fil de mon responsable de service d'information qui me dit, Monsieur Kerboriou, on a un problème. En général, quand votre RSI vous appelle à 20h le soir, c'est mauvais signe. Et il me dit, je crois qu'on a été hacké. Bon, j'ai dit ok. Comme j'habite très proche du siège, je vais au siège et je commence à couper les serveurs. Donc là, oui, en effet, on n'était pas prêt. Alors on a, sous le commandement et les instructions de mon responsable informatique, parce que moi je ne suis pas du tout informaticien, j'ai commencé à débrancher tous les postes du siège. Et puis après, lui, il est arrivé une heure après, il a commencé à couper les serveurs. Et quand je suis arrivé dans mon bureau, je suis rentré dans mon bureau, j'ai vu un écran noir sur mon ordinateur avec une petite fenêtre blanche qui disait en anglais, mais je vais vous le faire en français, ce sera plus simple. Nous vous informons que nous avons hacké vos serveurs, que l'ensemble des données est crypté. Si vous voulez les récupérer, veuillez nous écrire à cette adresse. Enfin, il y avait 2 adresses mail. Et puis voilà. Et donc ça, c'est la gifle du soir. Donc ça réveille bien. Donc mon responsable informatique arrive et là la première chose qu'on fait c'est faire un bilan de l'opération, savoir qu'est-ce qui a été réellement crypté, hacké. Bon, on se rend compte que tous nos serveurs du siège sont out. Donc à partir de là on débranche tout et puis on se dit bon on va pas faire grand chose ce soir, on se reverra demain matin.
parce que je pense que les journées et la semaine qui va suivre va être compliquée. Donc j'ai renvoyé tout le monde à la maison. Et puis après la phase de sidération de l'apprentissage de la nouvelle, après c'était la phase de constat, de bilan. Qu'est-ce qui est vraiment hacké? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui est bloqué, pas bloqué? Donc globalement, tous nos serveurs, c'est-à-dire que nous on avait en interne tous nos serveurs en physique, tout était hébergé chez nous. Donc tous nos serveurs Windows étaient cryptés. Tous nos serveurs Linux étaient clairs. Donc on a été vraiment hacké sur du Windows. Et heureusement qu'on avait du Linux et heureusement que nos systèmes de sauvegarde étaient sur Linux. Notre sauvegarde qui était en interne était bien sûr cryptée. Par contre, on avait des sauvegardes externes, physiques, qui elles n'avaient pas été cryptées. Et donc on a pu récupérer ces sauvegardes. Et puis on a essayé de repartir à partir. Ah, on en parlera après. On en parlera après. Ah Allez. oui, pas si vite, Yves, pas si vite. Monsieur Notin, l'analyse faite par Monsieur Kerboriou quand il a pris ses fonctions et sur la situation de l'établissement, c'est quelque chose que vous rencontrez dans les cas d'espèces qui vous sont soumis à cybermalveillance.gouv.fr. C'est quelque chose que l'on peut atténuer in fine. Merci de nous rejoindre, Monsieur Notin. Bonjour, merci de m'accueillir alors à distance, même si effectivement j'avais prévu initialement de venir. Bah oui, nous, notre quotidien, c'est d'une part la sensibilisation, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, mais également l'assistance aux victimes. Et quand on échange avec les victimes, on s'aperçoit que bien souvent, et je pense en particulier aux collectivités pour lesquelles on a mené une étude fin d'année dernière, bien souvent, il n'y avait pas de prise de conscience du risque cyber. Les collectivités, en particulier, donc, considèrent qu'elles n'ont pas de données à protéger et que la cybersécurité, ce sont des choses qui valent très cher, alors qu'au final, chez cybermalveillance.gouv.fr, on a coutume de dire que avec un pilier technique et un pilier d'humain, c'est-à-dire par de la sensibilisation, on est capable de se protéger. C'est pour ça, par exemple, qu'on a lancé un outil en fin d'année dernière, clé en main à destination des collectivités, qui leur permet de monter toute une procédure de sensibilisation des collaborateurs. Donc c'est un peu difficile de rebondir sur les propos de la personne précédente. J'espère que je suis en phase avec votre question, Christophe. Oui, certains points. Complètement. D'ailleurs, vous nous disiez, vous me donniez quand nous avons échangé ensemble un cas concret au Salon des maires, une solution clé en main. Oui, tout à fait. La solution clé en main, donc, qui a vocation à permettre aux élus des collectivités, alors plutôt des petites collectivités, mais de pouvoir mettre en place des actions de sensibilisation auprès de leurs collaborateurs, des agents des collectivités, pardon. Et puis, on a lancé, pour tout ce qui est fonction ministérielle, une e-sensibilisation, donc sous forme de format très simple, qui permet aux agents, donc plutôt là, des ministères, mais le CNFPT va l'intégrer, est en train de l'intégrer pour la fonction publique territoriale. Donc c'est ces outils de sensibilisation. Et il y a une ville, alors elle n'est pas encore, c'est pas encore public, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler sous peu, une ville assez importante qui a fait le souhait, puisque tout ça c'est gratuit bien évidemment, donc qui a fait le souhait de reprendre ce qu'on a développé pour l'intégrer au sein de l'intranet de la collectivité pour former et sensibiliser les agents des collectivités. Donc voilà, le pilier humain, il est fondamental. Et puis à côté de ça, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec Jean-Noël de Galzin aujourd'hui, qui représente Exatrust. On a en France des sociétés qui sont en capacité de produire et de fournir des solutions techniques qui vont être le rempart de nos entreprises et de nos collectivités. Oui, alors là, ça me permet justement de rebondir et d'évoquer un article de la Tribune du 15 février dernier, c'est tout frais, qui nous dit que les grandes entreprises européennes prévoient d'augmenter leur budget en cybersécurité de seulement 10%. Alors ils disent seulement, mais c'est quand même une augmentation de 10% sur les 3 prochaines années, contre 15% pour la moyenne internationale. Alors tout en précisant quand même que l'effort est fait sur la formation des collaborateurs, donc le facteur humain, et sur le recrutement d'experts cyber. Alors Monsieur de Galzin,
Calzin, je me tourne vers vous. Les propos tenus par Jérôme Notin doivent faire écho. D'ailleurs, il le disait lui-même en vous, lorsqu'il parle de la capacité de nos entreprises à répondre aux besoins en matière de cybersécurité. Vous, quels conseils prodigueriez-vous pour faciliter la connexion entre l'acheteur et l'offreur de solutions? Merci de cette question. Merci Jérôme pour le passage de témoin, parce que je pense que la première idée que je voudrais dire aujourd'hui à nos amis acheteurs, c'est rejoignez l'équipe de France de la cybersécurité. Voilà, c'est un peu l'idée que nous poursuivons en tant qu'industriels dans la cybersécurité ou en tant qu'Exatrust, groupement d'entreprises. Nous regroupons aujourd'hui, on a nous regroupé une centaine d'entreprises qui sont des startups, qui sont des PME de croissance, qui sont des ETI ou des intégrateurs. Donc, ces startups, ces PME, ces ETI portent des solutions en matière de cybersécurité, des solutions en matière de digital workplace, de cloud de confiance, pour héberger les données sensibles, dans le Secnum Cloud notamment. Et nous travaillons maintenant avec des intégrateurs moyens et grands pour aller intégrer ces solutions chez les clients, dans les environnements des clients, et les adapter de telle manière à ce que ces clients, ces utilisateurs, puissent en tirer le meilleur parti, se protéger et être plus compétitifs dans un environnement où le numérique joue un grand rôle dans le business. Ce qui est important à dire, c'est, comme ça a été très bien dit par Jérôme aujourd'hui, et ce que je trouve intéressant et que l'on voit dans un événement comme Access Security aujourd'hui, c'est qu'avant, on parlait beaucoup de la cybersécurité, du côté spectaculaire des attaques. Aujourd'hui, les attaques sont là, elles percutent la sphère vitale réelle, et on peut parler de retour d'expérience. Certains peuvent expliquer ce qu'ils ont vécu, et d'autres peuvent venir expliquer comment est-ce qu'on peut éviter de vivre la même chose. Et je dirais aux acheteurs, d'une part, les solutions, elles existent. La plupart des gens qui sont victimes de cyberattaques, ils ne sont pas totalement ou suffisamment équipés, pas totalement ou suffisamment formés. Et c'est vrai que nous avons globalement une pénurie de ressources ou de connaissances dans ces domaines-là, dans ces domaines nouveaux de la cybersécurité. Et par conséquent, notre rôle, c'est de faire en sorte pour les acheteurs et pour nos utilisateurs de réunir cette offre. C'est le sens de l'existence d'un groupement comme Exatrust, réunir l'offre cyber, et ensuite de se rapprocher, d'aller témoigner dans des événements comme celui-ci, en travaillant avec les acteurs étatiques qui ont pour rôle de sensibiliser, de réglementer, de former, de certifier, et faire en sorte que petit à petit, on soit tous plus résilients et on protège tous davantage les données. Alors, juste pour terminer, sur cette statistique que vous évoquiez, je répondrai, passer de 10 à 10% l'investissement dans la cyber, ça ne suffira pas. Vous ne serez pas dans votre budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'investissez pas suffisamment dans la cybersécurité, vous risquez votre business, vos employés, vos actionnaires risquent d'en pâtir. Plus de 60% des entreprises, des PME ou des ETI qui sont attaquées, qui sont victimes de cyberattaques, vont déposer le bilan dans les 2 ans qui suivent. Donc, c'est une nécessité vitale. Et nous sommes dans un contexte qui va énormément évoluer, puisqu'il y a une nouvelle directive, la directive Nice 2, qui va concerner un grand nombre d'entreprises de taille moyenne ou de grande taille, 150 000 d'ici 2024, qui vont devoir moderniser leurs installations numériques, y intégrer tout le volet cybersécurité. Et oui, la sensibilisation et la formation vont être très importants, mais être formé, être sensibilisé, savoir faire de la gestion de crise, ça ne suffira pas pour se protéger. On n'apprend pas, on ne gagne pas des compétitions de natation, ou on n'apprend pas à nager en évitant simplement ou en sachant ne pas couler. Il faut apprendre à nager. Et donc, notre mission à tous, et c'est pour ça que je parle d'équipe lorsqu'il s'agit de faire face
au fléau des cyberattaques aujourd'hui. Nous devons constituer une chaîne de valeur, constituer une équipe avec les utilisateurs qui vont s'équiper, l'État qui sensibilise, qui régule et qui va donner le sens avec ses réglementations NIS 2, RGPD, la réglementation HDS sur les données de santé, PCI DSS, les cartes bancaires, etc., etc. Tous les grands secteurs essentiels vont être touchés. Et nous, les industriels, les offreurs de solutions et les intégrateurs, qui allons proposer ce que Jérôme Notin appelait les remparts, les moyens de se protéger et de mieux travailler, d'être plus efficace et plus confortable en sécurité dans des business et dans un monde de plus en plus numérique. En somme, vous parlez un peu de diversification, sinon réorientation des aides financières possibles, c'est ce que vous nous dites. Ce qui nous permet d'ailleurs de passer la parole à Jean Laroumet, qui est aussi président fondateur d'Egeri Software, que je m'adresse. Alors pourquoi c'est important, pourquoi j'en parle? Parce que cette société vient de réussir une levée de fonds de 30 millions d'euros pour continuer à développer ses outils. Alors il ne voulait pas en parler, mais moi je le fais. Toutes mes félicitations à Egeri. Vous confortez, Monsieur Laroumet, les propos de Jérôme Notin et ceux de Jean-Noël de Galzin quant à la capacité des entreprises françaises spécialisées en cybersécurité. Je vais oser une question impertinente, je me permets. Les outils informatiques en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est la panacée? Ça dépend comment on les utilise. Donc effectivement, moi, dans la continuité des propos de Jérôme Notin et de Jean-Noël de Galzin, quand on parle d'investissement cyber, on peut parler d'augmentation de 10% des dépenses en cybersécurité. En fait, en réalité, à un moment, il faut faire un choix d'investissement. Ce choix d'investissement, il incombe aux chefs d'entreprise, il incombe aux élus, aux directions générales des services. Et donc, il faut les aider, je pense, à faire ces choix d'investissement. À un moment, je crois que ça a été dit précédemment, mais il y a une mauvaise perception du risque cyber. C'est-à-dire que le risque cyber, si ça ne reste qu'un risque technologique, propriété presque des techniques et de l'IT, on n'arrivera pas à élever d'abord le niveau de nos protections parce qu'il n'y a pas de prise de conscience des instances décisionnelles. Donc il y a un vrai besoin, je pense déjà dans le domaine de la cybersécurité, de parler le langage de ceux qui prennent les décisions. Et le langage universel dans l'entreprise ou dans les collectivités, c'est des langages budgétaires, ce sont des langages financiers. Donc si à un moment... Parce que derrière, il y a le spectre de l'assurance, mais on en parlera vraisemblablement plus tard. Mais donc du coup, à un moment, quand on veut se protéger, à un moment, il faut savoir contre quoi je me protège, mais surtout ce que ça peut me coûter. C'est ça le principe du risque. À un moment, il y a une vraisemblance, mais l'impact. L'impact d'un risque, il n'y a que deux gros impacts. Il y a le financier et le pénal et la prison. En gros, parce qu'on me dit, oui, il y a typiquement la notoriété. Oui, mais la notoriété, si mon image de marque est impactée, ça me coûte en réalité. Donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de financiariser. Et donc c'est une vraie difficulté. Nous, on a réussi à la lever, notamment dans le cadre de nos technologies. Mais à un moment, il faut être capable de présenter à une direction générale un coût possible de tel ou tel risque cyber pour lui présenter face à ce coût les mesures de sécurité de l'équipe de France, par exemple, ou des mesures de sécurité interne portées par les utilisateurs internes qu'on va pouvoir former, sensibiliser, pour réduire ce coût de temps en investissement de temps, avec un retour sur investissement de temps. Si on n'est pas capable de présenter ces informations décisionnelles à une direction générale, je crois qu'on a du mal à avancer. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis après, on a un autre problème, c'est que les collectivités territoriales, elles n'ont pas réellement le même modèle économique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne peut plus fonctionner, la IST qui ne peut plus fonctionner, on sait valoriser la perte opérationnelle. Il y a une fuite de données, on peut avoir une sanction. Toujours est-il, il faudrait qu'elle existe et qu'elle soit effective pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Une collectivité, elle arrive à fonctionner. Comment on arrive à faire prendre conscience à des élus qu'il faut faire monter son niveau de sécurité s'il n'y a pas quelque part derrière une prise de conscience des concitoyens. Donc il y a un vrai travail à mener, peut-être une histoire un peu de pollueur-payeur. C'est-à-dire quelqu'un qui pollue pour gagner plus d'argent, ça ne le dérange pas de polluer. Une collectivité qui ne traite pas correctement les données à caractère personnel, ou d'autres données d'ailleurs, de ses concitoyens, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Mais à un moment, il faudrait qu'il y ait une vraie prise de conscience des élus, financiarisée, je pense,
pour travailler à de l'anticipation. Et si je reprends le titre de votre table ronde, notamment anticiper le risque ou être toujours en réaction, je crois que c'est Jean-Noël qui le disait juste à l'instant, la réaction, de toute façon, elle nécessite un apprentissage. Et voilà, on ne peut pas gagner une course de natation si on ne s'est pas entraîné, si on ne sait pas correctement nager. Et donc, à un moment, pour être dans la réaction de façon efficace, il faut anticiper. Donc voilà, on ne peut pas, je pense, ne pas réagir et ne pas être capable de réagir correctement sans anticipation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les directives qui sortent maintenant sur la directive Nice 2, le règlement DORA ou des réglementations en France, où maintenant, systématiquement, dans ces directives, on trouve la nécessité d'apprécier correctement le risque cyber et de le suivre, et qu'il soit piloté par des instances décisionnelles. Donc là, il va bien falloir le faire. Face à ça, être capable de réagir et de déclarer tout ce qui se passe. Voilà. Et travailler aussi après à la formation, à la sensibilisation sur toute cette chaîne de valeur. Et systématiquement maintenant, j'insiste un petit peu là-dessus, il y a les sanctions financières. Je crois que c'est très important. Quand il n'y a pas prise de conscience du risque, à un moment, il faut une sanction. Ça ne fait pas plaisir, mais à un moment, si on regarde sur les accidents de la route, les points d'inflexion où il y a eu beaucoup moins de morts sur la route, c'est un moment où on a rajouté la ceinture de sécurité de façon obligatoire, et quand on ne la met pas, on prend une amende. Et c'est quand on a mis en place les radars automatiques notamment. Donc à un moment, pour insuffler quelque part cette prise de conscience, il faut de la réglementation et quelque part des sanctions. Oui, ce que vous nous dites tous les trois, si je résume un peu vos propos, c'est que le langage commun à tout le monde dans tous les métiers de l'entreprise, c'est l'argent, mais que dans votre approche, il faut perdre l'idée que la cybersécurité, c'est un centre de coût, mais plutôt un vecteur d'investissement. Et là, ça me permet de passer la parole à Monsieur Villanova pour poursuivre dans cette approche, sur notamment celle de Jean Laroumet. Vous me disiez lors de nos échanges qu'il faut aborder clairement le sujet de la dynamique du management de la cybersécurité, autrement dit de la maturité. Est-ce le constat d'un manque ou d'un trou dans la raquette au sein des entreprises, selon vous? Merci Christophe de me passer la parole. Donc nous, au club qui s'appelle le CIP Méditerranée, en fait, on regroupe des DSI, des RSSI et des décideurs IT, donc certains types de partenaires. Pour répondre à cette question, en fait, ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est de travailler sur les points d'ancrage en fait, du sujet. Alors les points d'ancrage du sujet, on va trouver que ce soit pour anticiper, pour réagir, mais peut-être aussi pour une autre dimension qui est l'amélioration continue, si on saurait faire un peu à l'ISO, etc. Donc on va avoir ces trois éléments-là, et la première qu'on peut adresser, c'est bien sûr celle du board et des métiers. Donc, anticiper, vous en avez parlé, vous avez évoqué un certain nombre de choses, donc de les former, de traiter, etc. De savoir réagir, d'être prêt, d'avoir préparé sa réaction, etc. Et d'améliorer, de sensibiliser les autres managers, les autres dirigeants aussi aux décisions qui sont en train d'être prises. Par exemple, lorsqu'on est en train de faire une acquisition de société ou de développer une nouvelle marque à l'étranger, j'ai encore eu cette semaine, en fait, un DSI qui m'a dit moi je l'ai appris à peu près 10 jours avant, quoi. Et il fallait faire un truc, et notamment, alors, pour ceux qui sont un peu techniques, en fait, vous savez que dès qu'on travaille sur des télécoms, par exemple, c'est beaucoup plus long, même si les fibres sont en bas de la route. Bon. Donc on est, lorsqu'on est DSI, RSSI, averti quand même assez tard. Donc on a ce sujet-là en termes de point d'ancrage. Deuxième point d'ancrage, et c'est ce que disait Jean, c'est sur la partie financière. Le directeur financier, il faut un peu le travailler autrement, quoi. Donc tu ne l'as pas évoqué, mais on pourrait évoquer la méthode de faire, etc., qui est poussée dans le logiciel, etc. Donc ça, c'est sympa. Et commencer à travailler sur des méthodes pour regarder les impacts des risques qui surviennent. Alors, ces impacts en termes financiers, sensibiliser l'ensemble des personnes, que ce soit au headquarter ou en filiale, quand on est dans les ETI. Sachant que ces risques-là, on a des risques directs et indirects. Alors, pour faire un petit rétexte aussi, j'ai une activité de RSSI dans une banque à Paris, part-time, en fait. On fait du conseil aussi par ailleurs. On a eu des personnes qui en ont alerté durant 2-3 ans, quand même, sur des vrais risques en PMI. Pas trop d'écoute. Une attaque, un résultat, 1,8 million d'impact, validé par les commissaires aux comptes. Donc c'est un chiffre qui est... Voilà. Et quand je parle du détail, pour avoir eu le détail en fait, de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait pu conseiller, franchement, dans la salle, il y a quelques têtes qu'on connaît.
Alors, je vois des experts en recherche sur les biais cognitifs, c'est très important aussi par rapport au board. Mais je vois quelques collègues en fait, qui travaillent en prestations techniques aussi, technologiques. Franchement, si on s'était regroupé avec quelques missions, et c'est ce qu'on dit au club, au CIP, des missions, je ne sais pas, c'est des missions, des locations de logiciels, etc., avec un budget de 150, 200 000 euros, ils auraient évité 1,8 million, quoi. Ils auraient évité 1,8 million de casse. Alors comment faire ça? Il faut s'ancrer sur ces différentes sources en fait, hein, le board et les métiers, le directeur financier, puis troisième ancrage, bien sûr les prestataires qu'on a choisis, lesquels, pourquoi. C'est pas évident. Donc là, on travaille dans le club sur la région pour faire venir un peu tout le monde. On discutait tout à l'heure à la table ronde précédente avec la dame de l'agglomération de Nice qu'on se propose aussi d'inviter pour témoigner, hein, parce qu'il faut en parler et se sensibiliser les uns les autres. Je pense qu'on a une certaine dette, en tout cas ce qu'on constate au club, une certaine dette hein, pour mettre en place les choses, et donc on manque de maturité. Alors c'est assez disparate. Je ne vais pas parler trop longtemps, méfions-nous, on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'approche messianique aussi, qui consiste à dire, ah tiens j'ai un problème, je mets quelqu'un dessus, ah tiens j'ai ce truc, j'ai mis ma... Alors ça peut être quelqu'un d'exceptionnel, comme ça peut être le beau-frère de mon cousin ou du voisin. Ceci dit, l'approche messianique, elle est très limitée quand on est face à une complexité croissante. On a de l'attaque, on a du blocage, mais une chose dont on n'a pas encore parlé, on en parlera peut-être, c'est le fait d'exfiltrer des données On en parlera. et de vider la société sans que ça n'aperçoive. Vous nous parliez de direction, de métier, de directeur financier, de prestataire. Le constat formulé par Frédéric Villanueva, M. Azouaou, quant à l'appréhension du risque cyber par les entreprises, secteur par secteur, ça fait écho en vous? Oui, tout à fait. Juste une petite précision. Je fais partie du conseil d'administration du pôle SCS. Le pôle SCS, c'est une association qui fédère tout un écosystème autour de l'innovation dans le domaine des technologies numériques sur la région PACA. Et sur des axes bien précis, cybersécurité, il y a IoT et sur tous ces domaines en faisant intervenir un ensemble d'adhérents, donc d'entreprises de la région. Très intéressant parce que ça permet de monter des dossiers d'innovation. L'innovation, c'est le moteur de la croissance. L'innovation, moteur de la croissance. Et là, on parle d'innovation dans le domaine de la cybersécurité. Le pôle SCS représenté aussi par son président qui est là, Olivier Chavrier. Si vous avez des questions sur le pôle SCS, vous pouvez aller le voir, il est là, présent. Je suis directeur technique et innovation dans une entreprise qui s'appelle SNEF Technologies, qui fait partie d'un groupe ici dont le siège est à Marseille. Et aussi, je suis membre du bureau filière industrie dans un cluster innovation qui est Medinsoft. Oui, effectivement, pour répondre à votre question plus précisément, on s'aperçoit, si vous voulez, que la partie acquisition de données, de l'acquisition de données, d'une donnée sur le terrain, jusqu'à la connectivité, la transmission de la donnée, jusqu'à la partie cloud, virtualisation du logiciel et ensuite l'utilisation de ces données par des interfaces diverses et variées, dashboards et autres. Dans tous ces domaines-là, il y a des technologies extrêmement différentes à utiliser. Il y a des expertises extrêmement poussées. Et si on essaye de réaliser l'ensemble de ces données par une seule entité, on s'aperçoit qu'il va y avoir des failles de sécurité extrêmement importantes dans certains domaines. Et là, on se dit, si on n'arrive pas à fédérer un ensemble de spécialistes, d'experts sur ces systèmes-là, c'est ce dont on parlait, il y a des trous dans la raquette sur ce système et forcément des failles de sécurité. Le pôle SCS, dans une de ses missions, est justement de fédérer l'ensemble de cette chaîne de sécurité, l'ensemble des acteurs de cette chaîne de sécurité, et d'apporter toutes ces compétences et toutes ces techniques pour l'élaboration de ces systèmes. Pôle de compétitivité locale, régionale, nationale, et ça c'est réellement un enjeu de souveraineté nationale. La cybersécurité avec ses différents pôles, les adhérents, les entreprises, des startups jusqu'aux grands groupes. Et là, on est vraiment dans une bataille entre guillemets où tout à l'heure on parlait de sanctions.
on parlait de sanctions et d'innovation. Là, je parle plutôt d'innovation parce que partir du principe que si un système est connecté, il est hackable. Voilà. D'accord. Mais vous nous avez parlé de souveraineté. On y reviendra au cours de la journée sur cette approche et le concept. Mais pour revenir au factuel et au moment présent, Monsieur Carboriou, malgré tout, une cyberattaque qui met l'entreprise à l'arrêt, c'est facile de relever la tête, de rétablir son fonctionnement. Comment vous y êtes-vous pris quand vos serveurs étaient chiffrés? Alors, facile, non. Je pense que c'est très variable en fonction des cyberattaques et en fonction des entreprises. Nous, dans notre cas présent, on avait la chance d'avoir des sauvegardes en dur, physiques, qui étaient sorties du centre. Donc, on a rapatrié ces sauvegardes. La première chose qu'on a fait, c'est faire créer un groupe de personnes, une cellule de crise, pour décider des différentes actions qu'on allait mener. Dans cette cellule de crise, il y avait notre RH, notre responsable informatique, notre responsable de la com, moi, voilà, et notre DPO, parce qu'on avait la chance d'avoir un DPO. Donc le DPO est venu, et puis on a mis en place la deuxième phase qui était qu'est-ce qu'on fait. Alors dans qu'est-ce qu'on fait, il y a une partie technique, c'est-à-dire comment on redémarre l'activité, ce qui est la priorité. Pour redémarrer l'activité, il fallait d'abord voir si nos sauvegardes qu'on avait n'avaient pas été elles-mêmes cryptées auparavant, ce qui aurait été le cas. Bon, on les a fait analyser. A priori, elles n'étaient pas cryptées. Donc, à partir du moment où elles ne sont pas cryptées, on dit OK, je dis vous remettez le truc et puis ça redémarre. C'est là qu'on voit que je ne suis pas informaticien. Donc, on remet le truc et ça redémarre. Non, ça ne marche pas comme ça. Attendez, monsieur le directeur, c'est pas ça. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est... Bon, donc on m'a expliqué qu'il y avait des disques durs, qu'il y avait 20 Tera de données, qu'on ne pouvait pas remettre le truc comme ça, qu'il fallait tout réinitialiser, tout reparamétrer, resetter, machin, tout. Je dis, bon, ok, allez-y, c'est fait quand? Midi, ce soir? Non, peut-être pas. Bon, ok, donc ils ont fait le ménage, ils ont fait ce qu'il fallait faire sur les postes informatiques, ils ont tout remis à zéro, et puis voilà, ils sont repartis sur du propre. Après, il fallait récupérer les données, mais comme ils n'étaient pas certains que le disque de sauvegarde n'était pas crypté, ils m'ont dit on va faire une copie de la sauvegarde. Je dis allez-y, faites la copie de la sauvegarde. Oui, mais on n'a pas de disque dur suffisamment grand pour faire la copie. Je dis allez l'acheter. Moi, je pensais qu'à la Fnac, on avait trouvé le truc, mais non. Donc, on fait le tour des boutiques en France, on en trouve une qui a exactement le même disque dur, la même marque, la même taille, le même machin, qui était à Lyon. Donc il dit ok, envoyez-la, on l'a ce soir, il était 10h du matin. Il dit non, vous l'avez dans 3 jours. Je dis non, attendez, on l'a vu de suite. Donc là, on l'a expliqué qu'il y a un truc qui s'appelait le taxi. Donc je dis vous appelez un taxi, vous mettez le truc dans le coffre et vous nous envoyez. Donc on récupère le disque dur. Bon, tout ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que la montre tourne et pendant ce temps-là, vous avez vos équipes qui disent on fait comment. Je dis vous ressortez le papier et le crayon, puis vous faites au papier au crayon. Ok, donc on récupère le disque dur, on remet tout, on remonte. Ça a pris 5 jours. 5 jours complets. Donc ça, c'est sur la partie opérationnelle. Donc pendant une semaine, on a perdu une semaine de travail. Et puis après, il y a toute la partie information, communication, qui est là un vrai sujet, savoir est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on dit qu'on a été hacké? À qui on le dit? Parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui osaient dire qu'elles avaient été hackées. C'est vrai que mon responsable informatique, quand je dis bon, on va quand même informer, il dit ouais, c'est pas génial, quoi. Je vais un peu passer pour... Non, c'est nous, c'est pas toi, c'est l'ensemble. Bon, moi, je suis quand même dans le rôle de la transparence et je pense qu'il faut savoir dire les choses. Donc, en effet, on a prévenu sur le conseil de notre DPO, la CNIL, l'ANSSI, la gendarmerie, on a déposé plainte. On a fait une information en interne auprès de nos salariés, on a fait une information en interne auprès de nos adhérents et des salariés de nos adhérents. On a informé également notre syndicat. Enfin, voilà, on a informé de manière générale. On n'a pas fait de communiqué de presse, mais bon, on a été quand même plutôt clean sur le sujet. Donc on a communiqué, on a fait les choses, on a réparé le système. Et là, heureusement que j'avais une équipe informatique, qui sont 2, mais ils ont réussi à rétablir 100% de notre activité en 8 jours. Donc, bien sûr, on n'a pas payé, parce que ça, c'était hors de question au départ. Enfin, on dit toujours au début qu'on ne va pas payer. Après, je ne sais pas ce qui se passe derrière.
Je pense que si vraiment on n'avait aucune chance de récupérer les données, je pense qu'on se pose la question sérieusement après. Ouais, mais là, pour le coup, pour la IST, ça s'est bien passé. Vous évoquez, Monsieur Carboriou, l'ANSSI, vous avez évoqué la CNIL, qui était avec nous sur la première table ronde. Mais Monsieur Notin, je vous repasse la parole de cybermalveillance.gouv.fr. Pourrait-il faire quelque chose pour accompagner donc votre organisme, une victime de cyberattaque, comme Monsieur Carboriou? Alors oui, oui, on est le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on a été créé donc par l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur pour aider ce qu'on appelait à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs les petites victimes. Vous avez vu Kevin ce matin qui vous a fait un état de la menace, mais plutôt sur le haut du spectre. Nous, notre dispositif a été créé pour aider les petites collectivités, les petites entreprises et les particuliers. Et sur la manière d'assister les victimes, lorsqu'elles sont victimes de cyberattaques, on a deux approches. Soit la victime s'est qualifiée son incident de cybersécurité, donc à travers un moteur de recherche, va faire une requête qui va l'envoyer sur notre site, et là, elle va obtenir les conseils. Ou on a également sur notre plateforme la capacité de faire ce qu'on appelle un parcours victime, c'est-à-dire qu'on va permettre à la victime, donc là encore, quel que soit son profil, en quelques questions, d'identifier ce qu'elle subit. On a plus de 51 cybermalveillances aujourd'hui sur notre plateforme. Donc on va qualifier l'incident de cybersécurité, on va donner les conseils et surtout, peut-être, notre spécificité, c'est qu'on va être capable, alors typiquement pour une collectivité ou une entreprise, voire un particulier victime de rançongiciel, eh bien, on va lui proposer des prestataires de proximité. On a 1250 prestataires sur l'ensemble du territoire national qui sont en capacité d'accompagner la victime dans la remédiation. Donc, je dirais que d'expérience, pour échanger avec plutôt les prestataires, hein, pas forcément directement les victimes, on n'aurait pas la possibilité, comme on est un tout petit dispositif, mais voilà, 2 personnes 8 jours pour remettre en bon fonctionnement, en considérant le trajet Lyon jusqu'à chez vous du disque dur, c'est une vraie performance parce que c'est très fréquent que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Monsieur Jean-Noël Barrot hein, et d'autres intervenants sur nos tables rondes depuis ce matin nous ont parlé du cyberscore hein, qui sera mis en place au 1er octobre prochain. Vous-même à cybermalveillance.gouv.fr m'aviez dit, Monsieur Notin, que vous aviez plusieurs outils en devenir. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquels? Alors, on n'a pas d'outils en propre. On a des outils en propre, mais ce que j'évoquais avec vous lors de la préparation, ce sont 2 outils dans lesquels on est fortement impliqué et qui vont avoir une incidence, je pense, pour nous tous et nous toutes. Le premier, c'est le filtre anti-arnaque que Jean-Noël Barrot avait annoncé il y a déjà quelques temps, qui a vocation à permettre de ne pas rendre accessibles les pages de sites directement malveillants. On a l'exemple de l'arnaque à l'avenir de critères, la livraison de colis. On ne va pas empêcher les cybercriminels, les escrocs, d'envoyer des SMS parce que techniquement, c'est pas possible. Par contre, lorsque la victime va cliquer sur le lien pour se rendre sur la page d'hameçonnage, et bien là, on va lui afficher un message en indiquant « Attention, ce site est clairement malveillant. Si tu veux aller te faire arnaquer, techniquement, tu vas pouvoir, en modifiant quelques paramètres, mais voilà, de lui afficher ce message. Et ça va permettre, je suis assez convaincu, de faire que bon nombre d'arnaques, en particulier liées à l'hameçonnage, hein, qui était évoqué également, je crois, dans la première table ronde, soient réalisées. Parce que l'hameçonnage, c'est la mère de beaucoup d'attaques. Quand vous verrez notre rapport d'activité qu'on va publier à la fin du mois de mars, vous verrez que c'est la première menace encore cette année, enfin l'année dernière, pardon, qui a fait que derrière, il y a eu des usurpations d'identité, il y a eu des fraudes aux moyens de paiement, il y a eu des fraudes aux faux conseillers bancaires. Voilà, donc ça permet de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier outil dans lequel on est fortement associé. Et puis le second, c'est ce que le président avait annoncé en janvier de l'année dernière, donc à 17 cyber. L'idée là, c'est de se baser évidemment sur l'existant, hein, pas reprendre, pas refaire de zéro, pas reprendre une page blanche, mais de nous articuler, en particulier avec le ministère de l'Intérieur, pour offrir un chaînage complet en fait entre donc la qualification de l'incident de cybersécurité, les conseils
la capacité à être mise en relation avec un opérateur des forces de sécurité intérieure, donc plutôt par chat, et puis en parallèle la remédiation technique que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, donc 2 outils, Filtre Anti-Arnaque et le 17 Cyber. Monsieur de Galzin, lors des échanges que nous avions eus au préalable, vous me disiez que, et vous l'avez même précisé tout à l'heure, que tout n'est pas qu'une question de budget et de solutions techniques. Alors, eu égard aux échanges que nous venons d'avoir avec tous les autres intervenants, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans ce développement? Écoutez, on vient de l'entendre avec le directeur informatique présent sur la table ronde. Il faut savoir gérer la crise, hein, donc ça fait partie des choses qui sont essentielles, parce qu'on dit souvent qu'il y a ceux qui ont été attaqués et ceux qui ne le savent pas encore dans la cybersécurité. Donc, on est tous potentiellement sous le coup d'une attaque, et il faut se dire que ça arrivera dans la vie des entreprises, quelles que soient les entreprises. Donc, oui, la cybersécurité, ça passe par la formation, la sensibilisation. Sensibilisation qui est souvent menée en suivant les recommandations ou les règles d'hygiène de l'ANSSI, ou en bénéficiant de l'aide, du soutien de cybermalveillance qui a effectivement maillé tout le territoire, qui va pouvoir nous permettre d'avoir une meilleure réactivité et une meilleure approche notamment de toutes les TPE, les PME qui ne sont pas familières avec ce type de problématique cyber. Après, nous, on va encourager à l'avenir à ce que de plus en plus de sensibilisation grand public soit faite sur la cybersécurité, alors en travaillant avec cybermalveillance, au sein du comité stratégique de filière sur le volet cybersécurité que je pilote, sur lequel nous allons entamer un nouveau contrat de filière avec des engagements de l'industrie, des engagements de l'État, où on va essayer d'aller vers cette communication grand public autour du risque cyber. C'est aussi à travers des actions dans les écoles pour aller recruter davantage de spécialistes, pour aller former les futurs professionnels dans les différents métiers dans les entreprises qui vont mettre en œuvre des outils numériques, et donc à qui on va apporter une compétence supplémentaire en savoir-faire cyber. J'annoncerai probablement autour de Walix, nous sommes en train l'entreprise que je dirige, nous sommes par exemple en train de lancer tout un programme dans les écoles à l'échelle nationale pour le moment, pour aller justement au contact des étudiants, pour aller recruter des femmes, des hommes dans ces métiers d'avenir, pour faire en sorte que de plus en plus de gens soient sensibilisés à ce risque pour être des praticiens, on va dire, d'un numérique plus durable, plus responsable et donc plus résilient. Ensuite, on a évidemment autour de ce sujet-là la notion de mise à jour de ces compétences, mais aussi mise à jour de solutions et de modernisation. Et si la cybersécurité n'est pas qu'une affaire d'investissement ou de produits, ça reste aussi une affaire d'équipement et de produits. Et donc, je pense qu'il y a un sujet capacitaire qui est un enjeu autant pour les utilisateurs que pour l'État, qui a un devoir régalien de sécurité, de résilience, et donc qui doit faire en sorte que l'ensemble des acteurs, que ce soit les petites organisations, les grandes organisations, les organisations publiques, les organisations privées, ça a été dit aussi tout à l'heure, les territoires, ce qu'on appelle tous les territoires de France, puissent être équipés le plus rapidement possible pour faire face aux menaces d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux risques cyber d'une manière générale, aux cyberattaques par malware, par déni de service, les risques de ransomware, les risques de fuite de données. Donc globalement, c'est on va dire un devoir régalien sur lequel il y a un passage à l'échelle. Enfin, dans les années qui viennent, on l'évoquait tout à l'heure, les organisations à investir massivement dans le numérique, à investir dans leur transformation numérique, la transformation de leurs organisations, et puis à investir pour se mettre en conformité avec ces nouvelles réglementations, notamment la directive NIS 2,
le règlement général sur la protection des données, etc. etc. Et tout cet investissement, j'encourage les acheteurs, j'encourage les décideurs à le faire parce que lorsqu'ils partiront en week-end le vendredi soir, eh bien, ils seront certainement plus le samedi matin ou le lundi matin en revenant pour les moins réactifs. Et donc, l'entreprise va pouvoir repartir normalement. Je dirais, il faut partir en week-end tranquille. Investissez dans votre cybersécurité. Ensuite, j'encourage, je dirais une deuxième chose quand même. Il va y avoir tout un effort de modernisation, tout un investissement qui va être fait. Et je crois qu'il faut encourager les acheteurs, les décideurs publics, les décideurs privés à investir dans les solutions de cybersécurité françaises, dans les solutions de cybersécurité européennes, lorsqu'il n'y a pas d'équivalent français. Que ce soit dans la cybersécurité, dans le cloud ou dans un maximum de solutions informatiques dont ils vont s'équiper. Pourquoi ? Parce qu'on a une offre magnifique, on a des très belles entreprises qui sont en émergence, en croissance, et puis parce que nous avons besoin d'avoir une industrie forte à l'échelle pour faire face au risque cyber qui est tout de même très important aujourd'hui, et pour nous permettre à terme d'être plus autonomes en cas de risque systémique, de risque géopolitique ou de risque plus grave, tel qu'il en arrive et tel qu'ils peuvent peser sur l'énergie, sur la santé ou d'autres domaines. Donc, je crois que nous avons tous un intérêt, nous, industriels, et vous et tous, en tant qu'utilisateurs, à faire en sorte que nous fabriquions les solutions les plus performantes pour faire face aux risques cyber, que nous attirions le plus de talents pour faire en sorte de les développer et de les mettre en œuvre dans les organisations, et pour les industriels de pouvoir avoir une réponse immédiate en faisant en sorte que les organisations soient plus résilientes et résistent mieux aux cyberattaques. Donc c'est un cercle vertueux dont nous sommes responsables et que nous pouvons mettre en place. Et donc j'invite les acheteurs à avoir ce réflexe du Made in France lorsqu'ils font leurs acquisitions, leur marché dans le numérique et la cybersécurité. Merci, Monsieur de Galzin. En tout cas, vous confortez ce que nous disions tout à l'heure depuis le début. C'est la cybersécurité doit être considérée comme un centre, ne doit plus être considéré comme un centre de coût, mais comme un centre de profit, d'où le financement et l'investissement. Pour faire, alors il nous reste que 10 minutes. Monsieur Villanueva, là on vient aussi parler de maturité avec ce que vient de dire Monsieur de Galzin. Comment est-ce que l'on peut aider à la maturité en faisant, en ayant des exemples courts, concis, précis, pour que nous puissions finir dans les temps? Ok, donc si j'ai bien compris, j'ai 10 minutes, c'est ça? Non, alors là, l'idée, c'est le cheminement de maturité, il faut quand même rentrer dans la matrice. Donc on se dit, bon, on parle de cybersécurité, quand on en parle à des dirigeants ou des personnes des métiers, la sécurité, c'est la sécurité de l'information, c'est la sécurité des systèmes, c'est peut-être la sécurité des personnes, par ailleurs, dans ce qu'elles font, ce qu'elles manipulent. Tout le monde a entendu parler de la disponibilité, de l'intégrité, de la confidentialité, voire de la traçabilité, à valeur probante ou non. On parle de plus en plus de privacy, on va dire privacité, pour faire un néologisme avec le RGPD. On est sur l'information. Bon. Du coup, par rapport à ça, il va falloir s'organiser, il va falloir, donc il y a pas mal de choses à faire, il va falloir en fait travailler sur les personnes, leur sensibilité au risque, leur capacité à faire, etc. Il va falloir trouver aussi comment protéger physiquement nos installations, etc. Il va falloir travailler sur la techno. Ok. Mais quand on a fait ça, on aborde, et on a un grand chemin à faire, hein, mais quand on a fait ça, on n'a fait qu'une partie finalement du prisme ou de la matrice, parce qu'il y a quand même des systèmes, donc c'est l'information des systèmes, il va falloir travailler sur l'exploitabilité de nos systèmes. Donc sauvegarde, métrologie, ça. Il va falloir travailler sur la maintenabilité. Alors j'ai des trucs en cloud, j'ai des trucs chez un, chez l'autre. Finalement, comment je le maintiens? Et je le dis aujourd'hui pour faire un peu de RSSI part-time, et puis j'étais DSI de crise aussi, dans le temps.
à Monaco. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai en maintenabilité chez mes prestataires, chez mes offreurs de solutions, qu'est-ce qu'ils ont eux en termes d'engagement de performance, qu'est-ce que j'ai moi aussi dans ma DSI ou dans ma structure. La performance, donc c'est le fait d'avoir le résultat en fait attendu, mais aussi d'engagement de conformance, en fait la qualité du résultat. Qu'est-ce que je peux avoir aussi comme système de backup. Voilà, donc il y a quand même dans la matrice pas mal de dimensions. À noter, puisqu'on parlait, et je vais vite, hein, on parlait de référentiels de différentes natures, ceux qui nous sont proposés en France, par exemple l'approche IBIOS, Risk Management de l'ANSSI, d'autres approches, etc. Ce qui est proposé par le NIST américain, les approches NIS2 qui sont révisées. Là, on a eu DORA aussi qui est arrivé, un établissement plutôt financier, etc. Donc on a un certain nombre de choses qui débarquent. Par rapport à tous ces référentiels, il va falloir aussi les comprendre, les agréger, savoir ce qu'on fait. Et si on est au niveau 1, niveau 2, 3, 4, mettons, est-ce que c'est au niveau 1, est-ce qu'on a vraiment fait la base de la base ou non? C'est pas si simple, hein, parce qu'en pratique, tous ceux qui pratiquent régulièrement, on sait par exemple, nous on a eu des cas où on se disait, ah, mais tiens, on a ça, un tel prestataire, un tel truc, on a un bastion, c'est un intermédiaire d'accès pour l'administration. Bon. Et puis quand on commence à demander, oui, mais alors qui passe par là? Est-ce que tel appli elle passe par là? Est-ce que eh bien non, il en manquait. Donc le périmètre n'était pas là. D'autres choses sur du SOC ou du soutien, vous savez, quand vous avez un centre de sécurité qui est presté, en fait, hein, et c'est excellent, hein, là aussi, est-ce qu'on est à jour de leurs dernières applis? Est-ce qu'on a le bon périmètre? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On a du concret. Quand on veut le faire, il faut du temps, quoi. Donc ça va pas être 5 minutes. Hein. Moi, je suis toujours très surpris. C'est un peu comme parfois avec les stades télécom, là où on se dit, non, mais en 3 semaines, 1 mois, c'est réglé, quoi. Non, des fois, c'est 3 mois. En fait, pour mettre en place des choses, les tester, parce que vous comprenez, hein, il y a telle appli à mettre, puis telle autre. Alors, il faut aussi arriver à la poser quelque part, comme on disait, hein, avec les espaces. Une fois qu'elle est là, il faut la tester. Une fois qu'elle est testée, il faut aussi valider les nouvelles règles. Et les nouvelles règles, on a telle, telle autre. Et on travaille, en tout cas dans l'institut où je suis, on travaille avec des champions. Enfin, vraiment, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème, il faut le faire, quoi. Il faut un peu de temps. Donc, le chemin de maturité, il est à la fois exprimé sous ces angles-là. J'en rajouterai peut-être un ou deux autres. Le premier, c'est la source générationnelle des personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire que moi, je travaille plus en plus là, avec des millennials. Travailler avec un millennial, c'est quand même quelque chose. Hein. Pourquoi arriver avant 10 heures s'il y a des embouteillages? Franchement, on peut le faire à distance. Qu'est-ce que je vais faire au bureau, etc., etc. Donc là, on est vraiment, quand on parlait dans le temps, je suis vieux maintenant, en train de parler de management par objectif. Là, où vous le faites ou vous le faites pas, mais si vous le faites pas, les millennials, ils vont pas sur longtemps. Ça, c'est un point. Et le deuxième point que je touche du doigt en travaillant dans des milieux interculturels, c'est aussi les cultures européennes, les cultures anglo-saxonnes et plus récemment donc les cultures moyen-orientales et orientales, où on va avoir aussi des comportements, et j'ai des copains qui ont travaillé en Asie, en Inde notamment, hein, des copains de Toulon qui avaient poussé des assurances, etc., en développant en Inde. On a ces sujets d'avoir des sujets culturels, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent oui alors que c'est pas oui. Ou alors des gens, quand vous leur posez la question, on en est où dans les tests de sécurité des derniers éléments du projet? Vous avez quelqu'un qui s'est levé, qui sort de la salle, vexé à mort. Parce que vous êtes en Inde, qui a un système de caste, et que vous avez malheureusement posé la question au responsable des tests et pas à son chef, qui est aussi dans la pièce. Et là, je le vis, hein, sur des choses de culture, on a vraiment des choses à faire, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, quand on est dans la matrice, le chemin de maturité, il faut qu'on soit à plusieurs. La maturité est polyaxe, en tout cas polyvecteur. Voilà. Vous avez aussi parlé de maturité technologique. Ça me permet de revenir vers vous, Monsieur Azouaou, car lors de nos entretiens, vous avez attiré mon attention, et vous n'êtes pas le seul à en avoir parlé d'ailleurs, mais vous allez pouvoir le développer en connaissance de cause sur un enjeu d'avenir, celui de la cybersécurité des objets connectés. Parce que ça, c'est notre quotidien aujourd'hui. Oui, effectivement. L'objet connecté est un objet, ça peut être un cheval de Troie, puisqu'en fait, l'objet connecté est à l'extérieur très souvent, il est accessible physiquement. Son réseau, c'est du réseau sans fil, donc facilement aussi accessible. Tout à l'heure, je parlais de chaîne sécurité, de l'acquisition de la donnée par l'objet connecté jusqu'au cloud, mais ça commence déjà par l'objet connecté. Si l'objet connecté, aujourd'hui, quand les objets connectés ont commencé à être développés, il n'y avait aucune sécurité, aucune cybersécurité. Moi, j'ai assisté et
On a développé un certain nombre de systèmes et j'ai assisté et j'ai vu des objets connectés qui communiquaient en clair entre l'objet et le cloud, complètement en clair. Il en existe encore, ça certainement encore beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et moi, je me souviens, je vais vous donner une expérience, je me souviens d'un client sur lequel on relevait la télérelève, enfin, c'est la consommation télérelève de chacune des machines-outils de sa production pour un but d'efficacité énergétique. Et le patron de l'entreprise nous dit, c'est pas la peine de me rajouter tout ce qui est cryptage de données, chiffrage, authentification de session. Je veux pas tout ça, c'est clair, ça me gêne pas. Et là, on lui pose une question, donc pas du tout sensibilisé à tous ces sujets-là. Et là, on lui pose une question et on lui dit, est-ce que si votre concurrent, s'il y a une fuite de données et que votre concurrent connaît la consommation de tout votre process de fabrication, est-ce que c'est gênant pour vous? Et là, il dit, mais bien sûr, il ne faut surtout pas. Voilà. Et donc, c'est une façon de sensibiliser les industriels. Aujourd'hui, les PME ne sont pas sensibilisées. Tout à l'heure, on parlait de grands groupes, on parlait de RSSI, de tous ces sujets. Les PME ne sont pas sensibilisées et donc les objets connectés sont déployés n'importe comment, progressivement. Donc il y a plusieurs façons de déployer des objets connectés, mais dans la conception même de l'objet connecté, il doit être conçu pour être cybersécurisé. Donc c'est de la cybersécurité by design qu'il faut sur ces sujets-là, et il faut le concevoir dès le départ de cet objet. Du produit. Voilà, dès le départ de ce produit-là. Nous avons parlé de risques cyber et des moyens de les limiter. Pour autant, les sommes en jeu, on en parle depuis le début, peuvent être considérables pour une entreprise. Il arrive même qu'elle mette la clé sous la porte à la suite d'une cyberattaque. Monsieur Laroumet, est-il possible d'éviter le risque de faillite qui en découle? Vous l'avez légèrement abordé tout à l'heure, vous avez dit qu'on en parlerait avant la fin de la table ronde. Je crois que le directeur de l'AIST l'a un petit peu présenté quand vous lui avez posé la question, est-ce que ça a été facile de restaurer les données? Il a dit oui, et après plus ou moins oui et non, en réalité. Mais ça a été facile parce qu'il avait anticipé. Je reviens sur le sujet. En fait, c'est parce qu'il avait des sauvegardes externalisées. Faire des sauvegardes externalisées, c'est pas très compliqué. Et du coup, quand on a des sauvegardes externalisées, c'est facile de restaurer les données qui ne sont pas chiffrées. Enfin, c'est assez facile. Jérôme Notin l'a noté d'ailleurs que c'était un exploit technologique et technique que vous avez réussi à faire en 5 ou 8 jours, selon si on prend en considération le délai Toulon, enfin Toulon-Lyon ou pas. Donc effectivement, je pense que voilà, on peut éviter la faillite, sauf qu'il faut avoir conscience qu'on peut tomber en faillite. À un moment, si on sait qu'on peut tomber en faillite, on va faire en sorte de ne pas tomber en faillite. Et pour ne pas tomber en faillite, il y a différentes solutions. Soit j'anticipe le risque, je le réduis, mais il faut que je l'ai considéré, que j'en ai pris conscience et que je le réduis à un niveau acceptable, sachant que c'est ce que disait Frédéric, à un moment, les mesures de sécurité ne coûtent pas forcément très cher. Le retour sur investissement moyen, c'est une étude d'IBM, c'est 300%. C'est-à-dire que si j'investis 100, je récupère 300% en termes de réduction du risque. Donc, certaines fois, des mesures qui ne coûtent pas très cher nous permettent de réduire très sensiblement le risque. Donc, on peut l'anticiper, le réduire, l'accepter, et puis la version ou la portion, je dirais, incompressible du risque qu'on ne sait pas porter soi-même, eh bien, on peut la partager avec un assureur. Et arrive le spectre, quelque part, de l'assurance cyber, avec les difficultés qu'on connaît sur ce domaine-là. J'ai quelques chiffres sur ce domaine, parce que c'est un sujet qu'on travaille, nous, maintenant, beaucoup. Il y a 87% des très grands comptes et des grands comptes qui sont assurés contre les risques cyber. Et leur garantie, c'est aux alentours de 40 millions d'euros en moyenne. Alors qu'on voit que, par exemple, des attaques sur Saint-Gobain, celles qui sont connues, ça coûtait plus de 150 millions d'euros. Donc, ça ne couvre pas forcément ces coûts-là. Et puis, par rapport à ça, du coup, on peut atteindre à des difficultés importantes pour l'entreprise. Et si on regarde de l'autre côté du spectre, les entreprises, les ETI et les PME, là, il n'y a plus que 8% de ces entreprises qui font appel à une assurance cyber. Pourquoi ? Alors qu'il y a une offre. Parce qu'il y a bien un problème de prise de conscience derrière. Donc, à un moment, voilà, il faut... et là, les couvertures, puisque je vous ai parlé des couvertures, la couverture moyenne d'une ETI, c'est 8 millions d'euros, et une PME, c'est 2 millions d'euros. La prime pour une PME, le montant moyen, c'est aux alentours de 14 000 euros,
alors que les TI, on est aux alentours de 40 000 euros par an. Voilà, c'est des ordres de grandeur. Mais à un moment, il faut qu'on ait ces ordres de grandeur. Je sais que je suis une entreprise de taille intermédiaire, ça me coûte en moyenne 40 000 euros par an pour me protéger contre un sinistre qui peut me coûter jusqu'à 8 millions d'euros. Voilà. Mais moi, la question que j'aurais aimé poser à Yves Laurent, mais on n'aura pas le temps, mais je la poserai en aparté, c'est est-ce que vous avez analysé a posteriori, quelque part un peu post-mortem, et c'est ce que demandent d'ailleurs les nouvelles réglementations et de la gestion d'incidents. C'est-à-dire qu'un risque, c'est enfin du moins un incident, c'est un risque avec une vraisemblance de 1 qui nous est arrivé. Donc la meilleure façon de savoir ce que nous coûte un risque, c'est que ça nous arrive, qu'on regarde ce que ça nous coûte, et puis après, ce que vous faites très bien, et je vous remercie d'être là, moi en tout cas, de venir témoigner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui témoignent, c'est de venir témoigner et de dire, voilà, moi les difficultés que j'ai rencontrées, et je pense qu'il faudrait aussi dire, voilà ce que ça m'a coûté, pour qu'on puisse alimenter petit à petit des abacs et des statistiques, et qu'on puisse se confronter à ces abacs. Si on sait qu'en moyenne, une entreprise ou un organisme comme le vôtre, ça lui coûte tant, et ben les autres organismes vont se dire, ça peut me coûter tant, du coup voilà ce qu'il faut que j'investisse, et après... j'abonde évidemment, puisque je suis aussi membre de la communauté Exatrust, de ce que dit Jean-Noël. À un moment, si on veut que nos technologies françaises, elles sont performantes, mais elles soient aussi performantes que les autres, voire plus performantes que les autres, à un moment, il faut leur passer des commandes. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on développe plus nos technologies? C'est parce qu'on a plus de moyens. Et pour nous, et pour finir là-dessus, c'est peut-être pas forte question, mais puisqu'on est aussi autour de l'innovation, si on veut faire émerger des licornes et des leaders français dans ce domaine-là, à un moment, il faut qu'il y ait de la commande publique et de la commande privée. Et il faut faire confiance à nos entreprises françaises parce qu'on a des pépites. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas forcément à passer à l'échelle parce qu'elles n'ont pas suffisamment de commandes. Donc on a tous un rôle à jouer pour faire en sorte que le Made in France émerge, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Laroumet, parce que c'est avec justement Yves Carboriou que je voulais terminer la table ronde, et il va pouvoir quand même répondre à la question, tout en nous disant surtout, est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience et quelle est l'analyse qu'il en fait pour l'avenir, quoi. Alors oui, bien sûr, on a fait un retour d'expérience. En fait, ce qu'on a fait juste après, on a fait un diagnostic de nos installations, de nos infrastructures informatiques. J'en ai fait faire 2 même, pour savoir ce qu'il fallait faire. Ensuite, on a fait une partie formation, information de l'ensemble de nos collaborateurs sur les bonnes pratiques informatiques à mettre en œuvre au sein de notre association. Ensuite, on a renouvelé l'ensemble de nos serveurs. J'ai tout remis à neuf parce que j'avais des serveurs qui étaient anciens, qui n'étaient pas cohérents, qui ne se parlaient pas trop bien, qui avaient, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais des communications entre disques durs qui n'étaient pas géniales. La restauration des données, ça a pris 48 heures. C'est-à-dire copier les 20 Tera de données d'un disque sur un autre, ça nous a pris 48 heures. Là, je dis, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on n'avait pas les bons matériels. OK, on a renouvelé tous nos services, tout notre serveur. On a tout renouvelé à zéro. Je suis en train de renouveler l'ensemble de notre parc informatique, de tous les postes de travail. Il y a 230 postes de travail, donc je remets également tout ça à neuf. J'ai upgradé notre niveau de cyberdéfense auprès de notre prestataire Orange au maximum. Donc là, ça coûte ce que ça coûte, mais on n'a pas regardé la dépense. On a augmenté aussi tous nos débits ADSL entre les centres et nos serveurs pour que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous parliez de pen testing? Alors, on a fait un pen testing et on fait encore un test phishing dans la semaine. Donc, on a fait bien sûr un pen testing, on fait des tests de phishing régulièrement. On a pour habitude de rigoler chez nous, mais enfin, c'est que le premier risque en informatique, c'est le doigt de l'utilisateur. Donc ça, c'est le truc de notre responsable informatique. Le problème, c'est le doigt. Le doigt de l'utilisateur qui clique sur le mauvais mail et sur la mauvaise pièce jointe. OK. Donc, dont acte. Merci, Monsieur Carboriou, pour ces mots. Je vais clore cette table ronde sur l'anticipation du risque à travers l'œil donc des industriels et des professionnels de la cybersécurité. Merci à vous d'avoir été présents sur place. Merci à Jean-Noël de Galzin et à Jérôme Notin, malgré les aléas, d'avoir quand même participé à cette table ronde en visioconférence. Un grand merci à Monsieur Carboriou, parce que comme l'a dit Jean Laroumet, venir témoigner, c'est pas forcément tout le temps que l'on trouve des gens qui sont capables de le faire. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci, vous pouvez les applaudir.